Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être de nouveau parmi nous pour ce nouvel épisode des Space News que j'ai écrit ce matin le 18 novembre 2025. Le thème que nous allons aborder est celui de la vie de Marisvarou Ier, reine de Tégète dans les Pléiades, et sa relation avec la Triade. Une relation qui n'est pas seulement diplomatique, mais qui incarne une vision plus vaste, celle d'une gouvernance où les lignées, les systèmes stellaires et les peuples assument leurs responsabilités mutuelles. Nous commencerons par découvrir l'histoire de Marisvarou, cette voix singulière qui s'est imposée comme médiatrice et souveraine. Nous verrons ensuite les accords avec les Urma et les Antariens qui ont été mis en œuvre dans des situations concrètes, parfois critiques, avant même la constitution de la Triade. Puis nous entrerons dans la compréhension de ce qu'est véritablement la Triade, non pas une simple réunion de 3 personnes, mais 3 grandes lignées et leur système stellaire qui portent chacune une responsabilité envers les autres. Nous explorerons ensuite la manière dont Marie collabore avec ses 2 partenaires de la Triade et nous prendrons le temps de répondre à un commentaire récent sur le grand silence de Marisvarou et d'Orkalel afin de montrer que le silence n'est pas une tragédie, mais une invitation à renforcer notre autonomie et notre confiance. Dans l'univers de Marisvarou. Elle fait son apparition dans notre temporalité en 2021 et elle n'a pas cessé depuis de susciter curiosité, fascination et respect, voire vénération, et d'hommes qui tombent totalement amoureux d'elle et le déclarent en ligne. Voici quelques éléments sur sa vie. Marisvarou, jusqu'à ses 13 ans, a vécu en France. Cette enfance terrestre lui confère une double identité. Elle a connu la vie humaine avec ses contraintes et ses réalités avant de rejoindre une dimension interstellaire. Cette expérience lui permet aujourd'hui de parler à la fois comme témoin de notre monde et comme représentante d'une civilisation pléiadienne. Durant cette période, elle a acquis une sensibilité particulière à la culture humaine terrienne, à ses fragilités et à ses forces. Elle insiste souvent sur le fait que cette enfance lui donne une proximité avec nous, une capacité à comprendre nos émotions et nos questionnements, ce qui rend son discours plus accessible et plus incarné. À l'âge de 13 ans, elle va intégrer Tégète dans les Pléiades par le biais de son vaisseau spatial Suzy, comme c'est le cas pour toutes les Svarou qui ont émergé 2 différentes lignes de temps. Elle décrit ce passage comme une transformation profonde. Quitter la Terre, c'est entrer dans une autre temporalité, une autre manière de vivre et une toute autre manière de penser. Elle devient alors pleinement svarounienne, héritière d'une lignée qui cherche à établir des ponts entre les civilisations. Marie conserve en elle la mémoire de son enfance terrestre, mais elle l'articule désormais avec une identité pléiadienne. Elle incarne ainsi une double appartenance, une capacité à relier 2 mondes qui trop souvent s'ignorent. Elle affirme être arrivée dans notre ligne de temps et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à se manifester publiquement, notamment à travers sa chaîne sur YouTube. Elle reprend la continuité des transmissions initiées par ses prédécesseurs, comme Svarupa Priyananda, Svaru de Hera et Yadzi Svaru,
mais elle y apporte sa propre voix et son propre style pédagogique. Marie s'inscrit donc dans une continuité. Elle n'est pas apparue dans un vide, mais elle a repris un fil déjà tissé avec d'autres contactés sur Terre comme Billy Mayer ou moi à partir de 2016, mais en y apportant sa propre voix et sa propre orientation. Cette continuité est essentielle pour comprendre son rôle. Marie est à la fois héritière et innovatrice. Elle prolonge une lignée, mais elle la renouvelle. Elle s'inscrit dans une histoire, mais elle lui donne une nouvelle direction. Son arrivée marque une étape importante. Elle devient la figure centrale et unique de sa chaîne, qui communique régulièrement en partageant ses réflexions, des récits et des révélations sur les alliances galactiques, les dynamiques de l'ancienne fédération et les enjeux interstellaires. Aujourd'hui, elle est reconnue comme la reine de Tejet, une position qui lui confère une autorité symbolique et spirituelle. Mais elle ne se limite pas à ce rôle institutionnel. Elle se présente avant tout comme une médiatrice, une pédagogue et une voix qui cherche à rendre accessibles des réalités complexes. À travers ses communications, elle incarne une passerelle entre les mondes, elle traduit l'invisible en langage humain, elle relie les alliances interstellaires à nos préoccupations terrestres et elle nous invite à réfléchir à notre place dans un cosmos où les civilisations ne sont pas isolées, mais reliées par des accords, des échanges et des projets communs. Passons maintenant aux alliances avec les Urmas. Les Urmas sont un peuple félin interstellaire, originaire de Vega, dont la présence dans l'ancienne Fédération galactique est respectée. Leur culture est empreinte de noblesse et de force, et elle est souvent décrite comme profondément guerrière, mais aussi protectrice. Les Urmas incarnent une forme d'autorité naturelle, une puissance qui inspire respect et qui garantit la stabilité. Lorsque Maris Varou, en début d'année 2024 ou 2025, je ne sais plus exactement, a signé des accords avec eux, ce n'était pas un geste anodin. C'était l'affirmation d'une volonté de coopération et de reconnaissance mutuelle. Ces accords reposent sur une base de paix et de respect. Ils visent à renforcer la sécurité des échanges, à favoriser la transmission de savoir et à établir une solidarité face aux défis interstellaires. Et puis, les Tégétiens et les Urmas ont toujours été amis, même depuis mes propres contacts en 2016 avec Zen, qui souvent en parlait ou mangeait avec eux. Les Urmas, avec leur puissance militaire et leur sens aigu de l'honneur, apportent une stabilité précieuse. Marie, en s'alliant avec eux, a montré qu'elle savait conjuguer diplomatie et pragmatisme. Les Urmas ne sont pas seulement des alliés, ce sont les garants, les protecteurs, les partenaires des autres groupes qui assurent que leurs engagements pris sont respectés. Leur présence dans la triade donne à Marie une assise solide, légitimité renforcée et une capacité d'action élargie. Ces accords ont été mis à l'épreuve dans des situations concrètes, parfois délicates, dont j'ai déjà parlé dans quelques vidéos qui précèdent, à la fois sur Terre et au sein de Viera, et qui ont permis de vérifier leur solidité et leur pertinence avant même que la triade ne soit officiellement constituée. Les Urmas, peuple félin originaire de Vega,
sont réputés pour leur sens aigu de l'honneur et leur puissance militaire. Par exemple, dans le domaine de la sécurité interstellaire, ils ont apporté leur soutien lors de tensions avec des factions dissidentes qui menaçaient la stabilité des couloirs de communication galactiques. Leur présence a permis de garantir que les routes interstellaires restaient sûres et que les échanges entre Tejet et ses alliés pouvaient se poursuivre sans interruption. Un autre exemple de mise en œuvre concerne la médiation culturelle. Les Urma, malgré leur réputation guerrière, ont participé à des échanges symboliques avec Tejet en partageant des récits, des traditions et des savoirs ancestraux. Maris Varou a su valoriser ces moments comme des preuves tangibles que l'alliance n'était pas seulement militaire, mais aussi culturelle et spirituelle. Ces échanges ont renforcé la confiance mutuelle et ont montré que les accords pouvaient servir de base à une coopération plus large. Enfin, il faut mentionner les situations de crise où les accords ont joué un rôle décisif, notamment dans la crise avec les Étortans ou alors l'attaque sur Viera. Avant la triade, certaines tensions au sein de la Fédération galactique nécessitaient des interventions rapides. Les Urma, en vertu des accords signés, ont accepté de se mobiliser aux côtés de Marie pour assurer une médiation et éviter que les conflits ne dégénèrent. Leur capacité à imposer le respect par leur seule présence a souvent suffi à calmer les esprits et à rétablir un climat propice au dialogue. Passons aux accords signés avec les Antariens. Protection mutuelle et réponse aux crises. Lorsque nous parlons des accords entre Marie et les Antariens, il serait réducteur de les présenter uniquement comme des traités de coopération scientifique ou technologique. Certes, les Antariens sont connus pour leur savoir, leur capacité à développer des innovations et à partager des connaissances précieuses. Mais ces accords ont aussi été forgés dans le feu des épreuves, dans des circonstances où la survie et la sécurité des peuples étaient menacées. En effet, avant la constitution de la triade, les systèmes stellaires de Tejet et d'Antares ont été la cible d'infiltrations sournoises. Des forces hostiles ont tenté de manipuler les grands conseils, de semer la division et de fragiliser les structures de gouvernance. Ces infiltrations n'étaient pas de simples incidents. Elles visaient à déstabiliser l'équilibre interstellaire, à affaiblir les alliances et à créer un climat de méfiance. Dans ce contexte, les accords entre Marie et les Antariens ont pris une dimension vitale, celle d'une protection mutuelle, d'une solidarité face à l'adversité. Mais les menaces ne se sont pas arrêtées là. Des enlèvements ont frappé les élites, cherchant à briser la continuité des décisions et à imposer la peur. Plus grave encore, le couple royal lui-même a été victime d'un empoisonnement, révélant que les attaques pouvaient atteindre le cœur même du pouvoir. Ces événements ont marqué les esprits et ont montré que la coopération ne pouvait pas se limiter à des échanges intellectuels ou culturels. Il fallait une alliance capable de répondre aux crises, de protéger les dirigeants et de garantir la stabilité des peuples. C'est dans ce contexte que les accords avec les Antariens ont pris toute leur force. Ils ont instauré un système de vigilance partagée où chaque civilisation s'engageait à surveiller, à prévenir et à intervenir en cas de menace. Ils ont permis de mettre en place des protocoles de sécurité, des mécanismes de communication rapide
et des stratégies communes pour contrer les infiltrations. Ils ont aussi renforcé la confiance entre Marie et les Antariens en montrant que chacun était prêt à risquer sa propre sécurité pour protéger l'autre. Ainsi, les accords avec les Antariens ne sont pas seulement le reflet d'une vision de progrès collectif. Ils sont aussi la mémoire d'un temps de crise, la preuve que les alliances stellaires peuvent naître de la douleur et se transformer en force. Maryse Varou, en s'engageant dans cette protection mutuelle, a montré qu'elle savait répondre aux menaces avec courage et lucidité. Elle a compris que la science et la technologie ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées d'une solidarité active, d'une vigilance partagée et d'une volonté de défendre ensemble ce qui est précieux. Ces accords appliqués avant la triade ont donc préparé le terrain pour une gouvernance plus large. Ils ont montré que la coopération pouvait être à la fois intellectuelle et sécuritaire, qu'elle pouvait protéger les peuples tout en les faisant progresser. Ils ont donné à Marie une légitimité renforcée en prouvant qu'elle savait conjuguer diplomatie et protection, innovation et sécurité. Et ils ont donné aux Ontariens une place essentielle dans la triade en tant que gardiens non seulement du savoir, mais aussi de la stabilité. Découvrons maintenant la triade. Il est essentiel de comprendre que, contrairement à ce qui a été affirmé dans les commentaires sous mes vidéos, la triade ne doit pas être réduite à l'image d'un petit cercle de 3 individus se réunissant pour discuter. Ce serait une vision trop simpliste qui manquerait la profondeur de ce qu'elle représente réellement. La triade est bien davantage. C'est la concrétisation et l'alliance de 3 grandes lignées interstellaires qui portent chacune une responsabilité envers les autres. Maryse Varou, en tant que représentante de Tejet, ne parle pas seulement en son nom propre, elle porte la voix d'une lignée entière, celle des Tégétiens, et au-delà, celle d'un système stellaire qui a choisi de s'engager dans la nouvelle triade. Ce sont aussi les 8 autres systèmes stellaires des Pléiades, ils sont 9 en tout, sous la férule du Grand Conseil d'Alcyone, que Marie représente aussi. Sa présence dans la triade est donc une responsabilité. Elle doit défendre les intérêts de Tejet, mais aussi veiller à ce que ses décisions contribuent au bien commun et à l'ensemble des Pléiades. C'est elle qui traduit les enjeux et qui les rend intelligibles, mais c'est elle aussi la garante d'un héritage qui ne peut pas être trahi. De la même manière, les Urma ne sont pas représentés par une seule figure isolée, le roi père Rour ou son fils Racor d'Avion. Leur présence dans la triade incarne une lignée féline, une culture millénaire et surtout un système stellaire qui s'est engagé à protéger, à défendre et à maintenir l'équilibre. Leur rôle n'est pas seulement de donner leur avis, il est de porter la responsabilité de Vega et de montrer que la force peut être mise au service de la paix. Leur présence rappelle que la sécurité n'est pas une affaire individuelle, mais une responsabilité collective qui engage tout un peuple. Quant aux Ontariens, leur représentante, Assed Nidia, dans la triade, incarne une autre dimension, celle du savoir, de la science et de l'innovation. Mais là encore, il ne s'agit pas d'une seule personne isolée, c'est une lignée entière qui parle à travers elle et tout un système stellaire, une tradition de recherche et de progrès qui s'étend sur des millénaires. C'est un système stellaire qui s'engage à partager ses avancées, protéger ses alliés
et à contribuer à la stabilité de l'ensemble. Leur rôle est de rappeler que la connaissance n'est pas un privilège mais une responsabilité et que l'innovation doit servir le bien commun. Ainsi, la triade est bien plus qu'une réunion de 3 voix. C'est une structure où chaque membre représente toute sa lignée, la mémoire de sa lignée, la culture et les engagements de peuples entiers. Lorsque l'on parle de la triade, il est fondamental de comprendre que leur travail quotidien est une mise en acte de la responsabilité collective de 3 ensembles stellaires, une manière de traduire dans la pratique ce que signifie être le visage d'une civilisation. Cette collaboration est dynamique. Elle ne se limite pas à des réunions formelles. Elle se nourrit d'échanges réguliers, de discussions approfondies, de décisions concertées. Marie, à travers ses publications sur YouTube, nous donne accès à une partie de ces échanges, en partageant les grandes lignes, en expliquant les enjeux, en nous invitant à réfléchir à ce que signifie pour nous, habitants de la Terre, cette ouverture vers l'interstellaire. Mais derrière ces communications publiques, il y a un travail quotidien, une vigilance constante et une volonté de maintenir l'équilibre. La triade, dans sa collaboration, incarne une nouvelle gouvernance partagée qui remplace l'ancienne Fédération galactique. Elle montre que la diversité des lignées est une force, que les différences peuvent être mises au service d'un projet commun, que l'équilibre des forces est possible lorsque chacun accepte de jouer son rôle et de reconnaître la valeur des autres. C'est une expérience de solidarité interstellaire, une preuve que la coopération peut dépasser les rivalités et instaurer une paix durable. Ainsi, la collaboration entre Marie, Rour, Raccord, Assednidia n'est pas seulement une alliance politique, c'est une responsabilité collective incarnée pour eux au quotidien, une manière de montrer que les systèmes stellaires peuvent assumer leurs devoirs envers les autres, que les lignées peuvent se relier, que les peuples peuvent construire ensemble un avenir commun pour eux-mêmes, mais aussi pour nous. C'est une invitation à réfléchir à notre propre manière de gouverner, à notre propre manière de collaborer, de construire un monde où la diversité est une richesse et où la solidarité est une réalité. Je voudrais maintenant prendre un moment pour répondre aux commentaires de Sonia qu'elle a formulés sous ma dernière vidéo intitulée Le grand silence de Maryse Varou et de Dor Kalel. Ce commentaire disait, je cite, « Ils ne peuvent pas juste disparaître sans prévenir. Donc le pire est à craindre, et ça, c'est pire que tragique. Une alerte vitale pour la connexion terrestre. Et la preuve ultime de l'infiltration de Viera et de la fédération par la cabale. Donc, on est livré à nous-mêmes. » Je comprends l'émotion qui se cache derrière ces mots. Le silence, surtout lorsqu'il concerne des figures comme Marie et Dor, peut être ressenti comme une absence insupportable, comme une rupture dans le fil de la communication. Mais il est essentiel de rappeler que les Tégétiens interrompent quelquefois leur communication pendant 3 à 6 mois, sans crier gare et sans avertir personne. Ça m'est arrivé plusieurs fois, à moi aussi. Ce silence, quelle qu'en soit la cause, ne doit pas être interprété comme une tragédie, ni comme une preuve définitive d'une infiltration ou d'une défaite. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le silence en lui-même, mais la manière dont nous choisissons de le vivre.
Si nous le transformons en peur, si nous le laissons alimenter des récits négatifs, si nous nous mettons à évoluer uniquement au rythme des publications de certaines chaînes qui accentuent une vision pessimiste, alors nous faisons exactement ce que la Kabbale attend du public. Nous devenons des relais de leur stratégie. Nous amplifions leur influence. Nous donnons du poids à leur jeu. C'est précisément ce que les contrôleurs attendent de vous. Or, il n'y a aucune raison de jouer à ce jeu de la peur. La peur est une énergie qui nourrit ce que nous voulons précisément dépasser. Le silence, au contraire, peut être un espace de maturation, un temps de recul, une invitation à renforcer notre propre autonomie. Dire que nous sommes livrés à nous-mêmes n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. C'est l'occasion de montrer que nous savons tenir debout, que nous savons continuer à réfléchir, à partager, à évoluer, même lorsque les voix que nous attendons ne se manifestent pas. Ce silence n'est pas une fin, il peut être une transition, une respiration, une manière de nous rappeler que la connexion terrestre ne dépend pas uniquement de messages venus d'ailleurs, mais aussi de notre capacité à maintenir la confiance, à cultiver la vigilance et à rester unis. Je vous invite à ne pas céder à la peur, à ne pas vous laisser enfermer dans une logique de tragédie dramatique. Ne donnez pas de force aux récits négatifs. Au contraire, appuyez et partagez ce qui élève, ce qui inspire, ce qui construit, car c'est précisément cela qui est attendu de nous, que nous soyons capables de transformer l'absence en force, le silence en réflexion et l'incertitude en confiance. Au terme de cette présentation, nous pouvons mesurer combien la relation entre Marie et la triade dépasse les apparences. Ce n'est pas une alliance ponctuelle, ni une simple coalition de 3 voix. C'est une structure enracinée dans des lignées, dans des systèmes stellaires, dans des responsabilités collectives qui engagent des peuples entiers. Les accords avec les Urma et les Antariens, appliqués avant la triade, ont montré que la coopération pouvait être réelle, qu'elle pouvait répondre aux crises, qu'elle pouvait protéger et faire progresser. La triade, en réunissant ses forces, incarne une gouvernance partagée, une synergie où la diversité devient une richesse et où la solidarité devient une réalité, tout comme ce que nous devons développer ici sur Terre aussi. La triade nous rappelle que l'avenir ne se construit pas dans l'isolement, mais dans la responsabilité partagée. Elle nous invite à dépasser les récits négatifs, à appuyer ce qui élève et à comprendre que nous ne sommes jamais livrés à nous-mêmes, nous sommes reliés, engagés et capables de bâtir ensemble un horizon commun, même en dehors de l'existence d'extraterrestres.